tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Bienvenue sous le Tiali, une émission mensuelle proposée par l'association ADOS, placée sous le signe de l'échange et des regards croisés. Bonjour à tous, c'est Bertrand, vous êtes sur Radio Méga et vous écoutez Bienvenue sous le Tiali, une émission réalisée par ADOS. Pour ceux qui ne connaissent pas, ADOS veut dire Ardèche, Drôme, Ourossogui, Sénégal. Nous sommes une association valentinoise de solidarité internationale et pour la deuxième année, nous vous proposons une émission tous les deuxièmes lundis du mois afin de parler du Sénégal, mais aussi d'interculturalité, de solidarité d'ici et d'ailleurs. Un petit mot sur le titre de notre émission, Bienvenue sous le Tiali. Le Tiali au Sénégal, c'est un espace matérialisé par des poutres de bois recouvertes par un toit en branchage tressé ou en paille, et c'est là qu'on se repose, qu'on mange et qu'on échange. Alors cette émission est consacrée à la littérature sénégalaise. Nous avons choisi de vous parler exclusivement d'auteurs sénégalais. De nombreux auteurs français ont écrit sur le Sénégal, mais nous allons nous consacrer à ces auteurs sénégalais. Et avec comme première question, eh bien, tout simplement, qui sont-ils? Quels sont les plus anciens? Dans quelle langue ont-ils écrit? En français ou dans leur langue maternelle? Quelle est la place des femmes parmi ces auteurs? Et enfin, peut-on trouver leurs œuvres sur Valence? Voilà pour le déroulé de cette émission. Pour tenter de répondre à toutes ces questions, j'ai autour de moi tout le temps notre équipe de choc avec Thérèse et Anne qui ont préparé l'émission. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous. Amédine, lui-même passionné d'écriture, qui en plus de sa chronique mensuelle va participer au débat. Bonjour Amédine. Bonjour. Et à la technique Romain de l'émission Café Brasil qui est venu en soutien. Jeanne étant partie, elle, en voyage, avec à ses côtés Alain, qui va se former lui aussi à la technique et qui pourra bientôt prendre les manettes. Merci et bonjour à tous les deux. Alors, Anne, je crois que tu as très envie d'aborder notre thématique du jour avec une première question qui nous est directement adressée. Oui, Bertrand, une question toute simple. Spontanément, pouvez-vous citer les auteurs sénégalais que vous connaissez? Alors, toi, Bertrand. Moi, bien sûr, il y a Senghor, Ouais. Fatou Diom, dont j'ai lu une œuvre, mais à part ça, je reconnais que... Et puis Amadou Hampâté-Bâ, mais qui n'est pas sénégalais, Non, qui il est est malien. malien. Donc il ne compte pas. Voilà pour ma part. Thérèse? Alors moi j'en ai quelques-uns. J'espère. Spontanément, hein, comme ça, Oui. avant Ah de oui, préparer l'émission, pose quels ton sont ceux papier. que tu aurais pu me citer? Alors Ousmane Socé Diop, Ouais. Birago Diop, Abdoulaye Sadji, il y en a beaucoup parce que ça fait partie de notre cursus Ouais. scolaire, on en voit beaucoup. Ouais, bon, Thérèse a fait ses études à Dakar, hein, faut que vous le Elle est hors sachiez quand jeu. même. Et Amédine? Moi, je connais pas mal d'écrivains sénégalais aussi. Cheikh Hamidou Kane, Nafissatou Diadio, Félix Sarr et beaucoup d'autres. Bon. On est en terrain connu, on va voir des experts autour de nous. Ça me va bien parce que moi, j'en connaissais bien quelques-uns que j'avais lus, quelques-uns que j'avais oubliés. Alors, bon, évidemment, il y a Senghor comme Bertrand, il y avait Cheikh Anta Diop, Ousmane Sembène qui a écrit Les bouts de bois de Dieu, Cheikh Hamidou Kane qu'on va citer tout à l'heure, Mariam Abba, et puis Fatou Diom. Voilà. Bon. Alors vous êtes plusieurs à avoir moi-même aussi cité Senghor. Donc Senghor qui est bien sûr un poète avant tout, qui a été étudiant à Paris avec Aimé Césaire d'ailleurs, qui a été député de la République française et puis ensuite président du Sénégal au moment de son indépendance. Est-ce que avant Senghor, on a des écrits connus, bien sûr? Commence Thérèse, Amédine? En fait, il faut dire qu'avant Senghor, il y a peut-être eu quelques écrits un peu connus, mais il faut dire que le Sénégal, c'est plutôt
C'est plutôt la littérature orale. Après, récemment, il y a pas mal de recherches qui ont été faites sur des écrits. Par exemple, les marabouts ont beaucoup écrit en langue adjami ou en arabe, mais c'était plutôt des récits de voyage et des écrits sur la religion. Donc, on peut pas dire que c'est vraiment de la littérature comme on la connaît aujourd'hui, quoi. D'accord. Anne? Alors, moi, j'avais trouvé, en recherchant sur Internet, un auteur qui est, en fait, comment expliquer, qui date du 19e siècle, mais il était né à Saint-Louis. Il avait eu la chance de pouvoir partir faire ses études en France. Du coup, il avait la double connaissance du français et du wolof. Donc, il avait écrit un livre qui s'appelle Les Esquisses sénégalaises. Les premiers livres étaient effectivement souvent des livres qui décrivaient la situation au Sénégal. C'était intéressant avec les premiers auteurs vraiment sénégalais. C'était leur vision à eux. C'était pas la vision qui était apportée par des Européens qui venaient en visite au Sénégal. Thérèse? En fait, en ce moment, vu que j'étais pas encore là, donc je prends comme prétexte. Ah non, je sais pas. Bon, il faut peut-être préciser aussi que cette littérature orale se manifestait de différentes façons. Donc, les gens se retrouvaient, par exemple, les voyageurs qui arrivaient quelque part, ils étaient accueillis, nourris et logis. En essence, ils devaient raconter leur voyage, les étapes qu'ils ont fait, qu'ils ont rencontrées. Et du coup, comme les gens en ce moment-là ne voyageaient pas beaucoup, les moyens de transport n'existaient pas, c'était un moyen, c'était comme ça que les gens se racontent qu'est-ce qui se passait ailleurs, quoi. Donc il y avait aussi une sorte d'esprit d'ouverture qui existait grâce à ces récits de voyage racontés par les voyageurs, quoi. Mais qui était avant tout oraux, alors. Ouais, c'était vraiment de la littérature orale, mais ça existait et ça se transmettait beaucoup, et ce qui est perdu aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, quand vous allez au Sénégal, le soir, les gens, ils regardent la télé, ils regardent des séries ou autre chose, mais avant, c'était vraiment ça, quoi. Le soir, les gens se retrouvaient, on racontait des histoires, on écoutait les voyageurs qui nous racontaient leur périple, quoi. Et c'était vraiment très important. Aujourd'hui, tout ça a disparu, quoi. Tout à l'heure, vous avez cité deux contemporains de Senghor, Abdoulaye Sadji et Birago Diop. Et j'avais envie de parler, enfin de rapporter ce qu'a disait Senghor d'eux. Et il disait qu'ils appartenaient au groupe de jeunes gens qui, dans les années 1930, ont lancé le mouvement de la négritude. Il n'y a pas que Senghor qui était dans ce mouvement-là. Je pense qu'il est important aussi de préciser ça parce que il y a Senghor, Césaire et Léon Gontran Damas qui sont quand même les frères de lance de ce mouvement. Mais bon, autour d'eux, il y avait pas mal de jeunes écrivains par exemple, des jeunes écrivains ou historiens comme Cheikh Anta Diop ont été très présents autour de ce mouvement, mais en militant surtout dans des mouvements plutôt politiques au niveau des campus universitaires. Donc, il y avait une réflexion aussi politique autour de ce mouvement, quoi. Et donc, Senghor a eu raison de préciser le rôle joué par Birago Diop et Sadji, quoi. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un genre littéraire qui se distingue parmi les auteurs sénégalais? Est-ce qu'on est plus sur du conte, du poème, du roman, etc. ou pas? À l'époque de Senghor, on peut dire que la poésie avait une place très importante, mais avec la nouvelle génération, c'est vraiment des romanciers. Il y a pas mal de nouvelles, mais il y a beaucoup de romans écrits plutôt en langue française, quoi. Donc on les appelle, c'est des écrivains en langue française, quoi. C'est de la littérature francophone. Par exemple, dans les librairies en France, ils sont classés dans le domaine de la littérature francophone, quoi. Et il y a énormément de romans. Ouais. Et est-ce qu'on distingue à travers l'histoire des grands courants, des thématiques qui auraient été plus développées les unes que les autres?
Par exemple, au moment des indépendances, la thématique qui revenait le plus, c'était vraiment la lutte des indépendances. Comment les jeunes États africains vont arriver à gérer l'acquisition de nouvelles libertés, quoi. Comment les jeunes nations se débrouillent pour gérer l'indépendance et tout ça. Et puis après, on a parlé des post-indépendance, des écrivains post-indépendance comme au Sénégal, ouais, on peut parler de Diop, là, Boubacar Boris Diop, mais les plus connus, c'est quand même des écrivains un peu ivoiriens comme Amadou Kouroma. On va sortir un peu des écrivains sénégalais, mais voilà, c'est la thématique de l'indépendance et de comment gérer l'indépendance de nouveaux États africains était vraiment très prépondérant, quoi. Ok, je vous propose avant de continuer d'écouter une chanson de Babal en hommage à Amadou Hampâté-Bâ, grand écrivain malien pour le coup. Vous écoutez Radio Méga et notre émission Bienvenue sous le Tiali. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des auteurs sénégalais. On a cité quelques femmes écrivains et sénégalaises, mais elles sont plutôt rares. Est-ce qu'on peut relier ce constat au fait que longtemps le taux de scolarisation des filles a été faible dans le pays ?
Thérèse, je m'adresse à toi cette fois-ci, même si tu n'étais pas née à cette époque-là. Mais je dirais, personnellement, j'ai pas fait ce constat parce que je trouve qu'on a pas mal de femmes écrivaines. Il y en a pas mal et qui datent en plus. Par exemple, on peut citer Sorna Benga, Maria Maba, et c'est vieux en plus. Il y en a beaucoup. D'accord, donc c'est mon information qui est pas très juste alors en fait. Non, je dirais pas qu'elle soit fausse, mais c'était une question. Mais il y en a beaucoup quand même de femmes auteurs, écrivaines. À Médine. Ouais, il y a... bon, on peut citer donc Maria Maba qui a écrit une si longue lettre qui est une sorte de classique maintenant dans la littérature sénégalaise. Et puis après là, il y a pas mal de jeunes auteurs femmes. Donc on peut citer Fatou Diom, Nafissatou Dia Diouf, Sokhna Benga qui sont les plus jeunes auteurs sénégalaises. Mais je pense qu'au Sénégal, on a quand même de tout le temps eu des femmes qui se sont exprimées dans cet art, quoi. Donc, peut-être pas autant que les hommes, hein, mais bon, ça, c'est pas une particularité sénégalaise, on le retrouve aussi partout, quoi. Donc, de ce côté-là, je pense que les femmes sont bien représentées aussi au Sénégal, quoi. Alors, si on devait pas en retenir une forcément, mais je crois que tu avais un petit récit à nous faire partager. Ouais, parce que moi j'avais choisi, j'ai choisi Fatou Diom parce que c'est une écrivaine que j'aime beaucoup. Et en plus, c'est une écrivaine qui traite d'un sujet que j'adore beaucoup, qui est l'exil. Comment, quand on arrive quelque part dans une culture différente, comment on maîtrise le territoire, comment on le comprend et comment on s'exprime autour de cette thématique, quoi. Et du coup, j'avais repris c'est une sorte d'analyse sur comment Fatou Diom se définit l'exil. Donc, Fatou Diom définit l'exil comme une identité. Donc, c'est très fort pour elle, quoi. Donc, elle se considère comme exilée tout le temps. Elle ne se sent pas chez elle ni en Europe ni en Afrique. Mais l'exil qu'elle pointe diffère de nombreuses motifs politiques, de nombreuses représentations littéraires contemporaines. Elle n'est ni contrainte par des motifs politiques ni par des nécessités économiques. Sa naissance, considérée en Diodore comme illégitime, l'a placée dès le premier jour de sa vie dans une situation de marginalité. C'est là un destin placé sous le signe de la solitude. Et plus tard, ce sont ses choix de vie, divorce, études littéraires, qui l'excluent du groupe des femmes auxquelles son refus des soumissions et des traditions rigides la rend étrangère. Dès tard, l'instituteur partage sa solitude. Étranger au village où il a été muté par des mesures de rétorsion suite à ses engagements spéciaux, il n'a jamais été tout à fait accepté. Donc, l'exil est pour elle souffrance, mais aussi synonyme d'une liberté essentielle. L'ailleurs m'attire, car, vierge de mon histoire, elle ne me juge pas sur la base des erreurs du destin, mais en fonction de ce que j'ai choisi d'être. Il est pour moi gage de liberté, d'autodétermination. Donc, la narratrice n'hésite pas à aller à l'encontre des idées reçues. Si elle souffre de la solitude à Strasbourg, en Diodore, quand les villageois la rejettent, ses amis français lui manquent et elle appelle de ses voeux leur réconfort. Donc, on voit là Fatou Diom qui utilise la thématique de l'exil. Elle se sent seule quand elle est en France, mais en même temps, cette solitude lui permet d'être libre, d'être quelqu'un de nouveau, d'être débarrassé de tout ce poids des traditions qui peut être lourd parfois, qui ne sont pas compatibles par exemple avec les traditions locales françaises. Donc je trouve qu'elle arrive très bien à jongler entre les deux cultures, entre ce poids d'être seule
et mais en même temps cette liberté extraordinaire d'être quelqu'un de neuf, de nouveau, quoi. Donc c'est vraiment très C'est fort. très fort. Ça appelle à des commentaires, mesdames? Non, je crois que Amédine avait une autre auteure aussi qui parle sur l'exil. Alors, il y a un autre auteur qui parle de l'exil, mais cet auteur est anonyme, il n'a pas de nom. C'est un jeune auteur sénégalais qui écrit sur les réseaux sociaux ou sur des blogs. Et il y a un de ces textes qui m'a beaucoup marqué parce qu'il parle de la difficulté de ne pas avoir de voix quand on est étranger dans un pays comme la France, mais qu'on entend parler de nous tous les jours, par exemple à la radio, à la télé. On entend parler des étrangers, des migrants, mais on ne nous donne pas la possibilité, même si aujourd'hui ça se demande parce que je suis là devant la radio. Merci Radio Méga. Merci Radio Méga. Donc, l'auteur dit « J'ai horreur de mes pensées sur mon existence. Je hais la tournure qui est en train de prendre cette histoire. Mais comment se taire quand le silence qui vous ronce de l'intérieur est plus fort que tous les bruits? Comment se taire quand le monde entier conspire sur votre dos? Comment se taire quand le monde bruisse de paroles et d'actes dont vous êtes l'objet? Comment se taire quand chaque regard vous accuse d'exister et d'être? Comment se taire quand le monde est étroit? Comment se taire quand vous êtes le fantasme du petit bourgeois? Comment se taire quand vous excitez le petit peuple de France, le petit peuple d'Europe? Le problème avec le rêve européen, c'est que les Européens eux-mêmes n'y croient pas. Clairement, ce n'est pas le rêve américain. On est sa face la plus visible. On est le reflet que leur renvoie le miroir du vieux continent. Cette image n'est pas toujours belle à voir. Quelquefois, on se regarde dans le miroir et on grimace. C'est ainsi que le petit peuple d'Europe nous regarde avec des yeux étranges, lointains, monstrueux. On n'était pas les mêmes qu'ils voyaient à la télé tous les soirs. On était comme eux. Donc voilà, je trouve ce texte assez intéressant parce que c'est quelque chose de très profond, quoi, de très qu'on ressent très fort quand vraiment on n'a pas droit à la cité, quoi, quand on est anonyme. Et ça, c'est pour ça aussi que la littérature est très intéressante, parce que ça permet de ressortir ce genre de sentiments très diffus, très compliqués à sortir. Voilà. Alors, le français, c'est la langue officielle au Sénégal. Le français, il s'est imposé avec la colonisation, on le sait. Petit rappel, c'est en 1895 que le Sénégal est devenu officiellement colonie française. Dans les faits, le français demeure une langue étrangère qui ne serait parlée que par 15 à 20% des Sénégalais seulement. Les langues qu'on appelle nationales, les plus connues sont le Wolof, le Peul, le Sérère, le Malinké, et elles sont parlées en famille et bien souvent dans les administrations. Du coup, dans quelle langue écrivent ces auteurs sénégalais dont on parle ? Ils écrivent plutôt dans la langue française, parce que le système éducatif sénégalais est français. Donc on apprend le français à l'école, du primaire à l'université. Mais aujourd'hui, il y a pas mal d'auteurs qui disent quand même il serait peut-être intéressant que les auteurs sénégalais, africains en général, puissent s'exprimer dans les langues locales. Et dans le concept du panafricanisme, il y avait déjà par exemple comme des auteurs comme Cheikh Anta Diop ou des grands politiciens comme il s'appelle, le Ghanéen Nkrumah. On avait dit l'Afrique ne sera pas indépendante tant qu'on ne pourra pas s'exprimer dans nos langues, quoi. Mais c'est très difficile parce que les langues africaines ne sont pas étudiées, ne sont pas codées, ne sont pas vulgarisées. Donc c'est très difficile. Mais il y a quand même des exemples comme des gens comme Boubacar Boris Diop, par exemple. Je crois que Anne, tu as trouvé quelque chose de cet auteur. J'ai lu donc que Boubacar Boris Diop avait décidé de publier un roman en Wolof. Parce que, bien qu'il sache que ça toucherait peu de lecteurs, il l'a fait parce que ça pourrait réconcilier l'univers de l'écrit avec celui de l'oralité.
et aussi pour se faire plaisir avec la langue Wolof. Pour lui, écrire en français, c'est utiliser des mots sourds, froids et stériles qu'il n'entend jamais pour certains d'entre eux. En Wolof, il emploie des mots qui sonnent à son oreille et ces mots se réveillent pour lui parler. Pour lui, écrire en Wolof correspond à vivre à plein la tension de la création, le chant de la bataille des mots. Voilà, je trouvais que c'était intéressant et puis c'est vrai que c'est une vraie question. Peut-être l'apprentissage du Wolof à l'école plutôt que le français, peut-être qu'un jour on fera une émission là-dessus. En tout cas, pour ce qui est de l'écriture en Wolof, les rares écrits qui sont écrits en Wolof, c'est la plupart des poèmes en fait. Comme un que j'ai vu l'autre fois à la médiathèque de Boubacar Mbaenda, qui c'est le président des conteurs du Sénégal et qui est professeur de lettres à l'université Cheikh Anta Diop. Et il a écrit un poème coécrit, je dirais, et puis qui est traduit en Wolof. Donc là, il y a pas mal de poèmes qui sont écrits en Wolof, contrairement aux romans et tout. Donc on retrouve plus le Wolof dans la catégorie poésie. J'avais lu là qu'il y avait un auteur qui écrit en français, que lui-même avant, il pensait en Wolof, et après il faisait la traduction en français pour pouvoir écrire. Et puis aussi, ce que j'avais lu, c'est que parmi les poèmes en Wolof, souvent ils sont repris parmi les chanteurs sénégalais. C'est quand même eux qui finalement permettent aussi de diffuser, de vulgariser. Ces langues-là, oui, tout à fait. Et bien justement, avant de continuer, on va s'offrir une petite pause musicale avec cette chanson des Nubiens et ce titre, l'immortel Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop. Ne dites pas qu'il est mort car il demeure immortel, Cheikh Anta Diop. Ne dites pas qu'il est mort car les ancêtres il a rejoint. Ne fondez pas en larmes, car sur le grand trône désormais il siège, le trône des pharaons éternels. Regardez, plutôt regardez, comme il nous interpelle, peuple d'Afrique, de vous-même donner le meilleur et sauver l'humanité entière. Ne dites pas qu'il est mort, car il demeure immortel, Cheikh Anta Diop. Toi qui le meilleur de toi-même à l'Afrique a donné, au monde noir, à l'humanité, comment te rendre l'hommage mérité. De lianes épineuses, tu as élagué, traçant les sentiers de la science, les marécages infestés de monstres carnivores, faussaires de l'histoire, tu as traversé, recherchant les fossiles de la vérité, la nuit tendre et froide de solitude. Génération sacrifiée que nous sommes, disais-tu. Sacrifiée, tu l'as été. Tu t'es jeté dans la bataille. Tu t'es jeté dans la bataille, tu t'es exténué. Pourvu que nous puissions marcher fiers, la tête haute. Oui, cher. Pas qu'il est mort. Car il demeure immortel, Cheikh Anta Diop. Vous êtes de retour dans Bienvenue sous le Tiali et vous écoutez Radio Méga et nous poursuivons nos investigations sur les auteurs sénégalais. Amédine, je crois que ton personnage est parti en congé avec Jeanne, donc ouais. Du coup en lieu et place de ta chronique habituelle, tu nous réserves un nouvel extrait d'un auteur. Ouais. Encore une fois, on va parler d'une auteure sénégalaise qui s'appelle Nafissatou Dia Diouf, qui est née le 11 septembre 1973 à Dakar et qui est une auteure d'expression française. Et
c'est aussi quelqu'un qui a fait ses études en France et qui a vécu l'exil et qui a écrit sa première œuvre en français et sur l'exil. Ça s'appelle Retour d'un si long exil. Et donc, je vais vous lire un extrait de cette nouvelle. Je revenais de mon très long exil. Cette terre que je n'avais pas foulée depuis un lustre m'apparaissait aujourd'hui plus chaude et plus aride que dans mon souvenir. Sa peau était craquelée, sa chair lapidée, son teint naturellement sombre avait pris des couleurs brunes et ocre. Ses plaies béantes étaient assoiffées de pluie, mais je la trouvais telle que je l'aimais. Je les aurais reconnus entre mille, ma terre, mes gens, ma chair, mon sang. Et le long sentier qui menait au village était parsemé de mêmes baobabs, aux troncs larges et aux bras tendus vers le ciel, comme pour implorer l'instant suprême, le monde de quelques gouttes de pluie. La terre, lézardée à leurs pieds, révélait sans pudeur que leur prière avait été vaine. Leurs racines se désossaient et partaient à méandre vers leurs voisins lointains, comme briser la solitude et s'unir dans le sort. Donc voilà, ça c'est un extrait de Retour dans si long exil de Nafissatou Dia Diouf. Et comme avec Fatou Diom, c'est vraiment une thématique qui revient beaucoup, mais ça montre aussi l'ouverture de ces auteurs sénégalais et qu'ils n'oublient pas leur identité aussi et la culture qu'ils ont acquise à l'extérieur et souvent en France, quoi. Et je pense que c'est aussi une thématique qui nous permet de voir un peu la complexité de partir, du voyage, de ne pas être chez soi et tout ça. Et c'est aussi, quand ils parlent vraiment de cet aspect de leur travail, ils n'oublient pas de leur illustre aîné, qui est Cheikh Hamidou Kane, qui a écrit L'aventure à Mbrigui, qui est un roman majeur de la littérature sénégalaise, paru en 1961. Et ce roman, c'est le récit du parcours de Samba Diallo, brillant élève de l'école coranique. Il va fréquenter l'école française pour apprendre à vaincre sans avoir raison. Donc, maîtriser le français pour lui, c'était de convaincre sans avoir raison. Et disait une des dignitaires traditionnels. Il poursuivra ses études à Paris, expérimentant la confrontation de deux cultures dont il ne pourra par la suite renier aucune. Donc il dit, je suis devenu les deux. Il n'y a pas une tête lucide entre deux termes dans soi. Il y a une nature étrange, en détresse de n'être pas deux. Donc voilà, cette phrase, je crois, résume toute la complexité d'être d'ici et de là-bas et de n'être nulle part finalement. Voilà. Cette œuvre-là, L'aventure ambiguë, je pense qu'elle est assez connue même en France, et elle est étudiée au Sénégal. Oui, elle est étudiée au Sénégal et elle a été traduite, je crois, dans 37 langues dans le monde, quoi. C'est vraiment un des grands classiques de la littérature africaine, quoi. Donc à recommander. À recommander. Et je crois que Thérèse aussi, elle voulait nous recommander quelque chose. Oui. Un auteur qui s'appelle Ousmane Socé Diop, dont j'ai parlé tout à l'heure au début, qui n'est pas forcément connu du grand public. Alors, il est né le 31 octobre 1911 à Rufisque et il est décédé le 27 octobre 1973 à Dakar. C'est un écrivain, un homme politique sénégalais. À la veille de l'indépendance, entre 1858 et 1959, il est nommé ministre du Plan dans le gouvernement conduit par Mamadou Dia. Socé a été l'ambassadeur des États-Unis et délégué de l'ONU, mais devenu quasiment aveugle, il a arrêté. Et donc l'un de ses romans, ses ouvrages les plus connus, c'est Karim, donc qui date de 1935. Donc aucun lien avec un autre Karim. Non. Alors, est-ce que du coup, tous ces ouvrages dont on parle, est-ce qu'il est facile de les trouver déjà au Sénégal, à Dakar principalement ? Oui, c'est pas difficile de trouver de quoi lire
si on n'est pas mauvaise lectrice comme moi, parce qu'il y a pas mal de librairies et d'endroits où on peut acheter on peut trouver aussi des livres. On a la librairie Claire Afrique qui a plusieurs stands à Dakar, Athénée et les 80. Il y a pas mal pour trouver des livres, il y a de quoi faire. D'accord. Anne? Et on trouve des livres en langue française dans ces librairies ou on va en trouver aussi en langue wolof? On peut en trouver, mais étant donné que on a une culture, si je peux le dire comme ça, si le mot n'est pas trop abusé, on apprend en français, forcément on écrit en français. On peut avoir certains livres ou des poésies écrites en langue, mais c'est en grande partie des livres écrits en français, dans la mesure où c'est des livres au programme, que ce soit lycée, collège, primaire ou université. D'accord. J'ai demandé à Alassane Bang, là, qui est l'inspecteur de l'Académie un matin, puisqu'il était, je l'ai vu à Lyon ce week-end, et il m'a répondu qu'il lisait un petit peu en wolof, mais parce qu'il connaît un ami qui est éditeur en wolof. Mais c'était quand même assez rare. Ouais, c'est assez rare, ouais. Et Anne, tu as été fouinée un peu du côté de Valence. Est-ce qu'on peut trouver un petit peu ces œuvres? Alors, j'ai fait le tour des librairies du centre de Valence et puis je suis allée à la médiathèque. Dans ces différents lieux, j'ai demandé le rayon Afrique. Je ne voulais pas être trop restrictive. Et en fait, les ouvrages sont le plus souvent classés par auteur, comme tu nous disais, Amédine. En fait, ils font partie maintenant de la littérature francophone. Ouais. Du coup, ça a été très compliqué d'avoir une réponse parce qu'il n'y a pas de recherche thématique, même sur Internet, à partir de la nationalité de l'auteur. Donc, j'étais un petit peu déçue. Et parce qu'en plus, j'ai pas eu le temps de faire tous les rayonnages pour vérifier ce qu'il y avait. Et donc ça explique un petit peu effectivement que du coup, on a fait appel à Amédine et Thérèse pour nous soutenir dans cette recherche. Il n'y a qu'au centre Victor Hugo, que la librairie que vous connaissez tous, qui a un petit rayonnage Afrique qui doit faire entre 60 et 70 cm, où j'ai trouvé simplement des livres de Fatou Diome que nous avons cités. Donc, vous savez que ce n'est pas rédhibitoire et qu'il est tout à fait possible de commander un livre chez les libraires locaux. Donc, nous allons mettre sur le site de l'émission une liste d'auteurs. Et comme nous n'avons pas tout lu, à part peut-être Amédine, qui est quand même beaucoup plus... Si vous souhaitez nous envoyer des fiches de lecture, n'hésitez pas. Voilà, puis on peut toujours aussi se prêter des livres qu'on aurait chez soi, partager ça et en débattre. Alors le temps avance, il est temps maintenant de passer aux actualités du mois. Anne, c'est toujours à toi. Alors, dans le cadre d'un programme européen intitulé « Région pour une éducation au développement durable et solidaire », l'objectif de ce programme est la conception et la mise en place de parcours pédagogiques innovants en prenant en compte les systèmes éducatifs des partenaires du Sud. Il est intéressant là sur ce programme de constater que l'éducation à la solidarité internationale concerne le Nord et le Sud, d'où cette nécessité de concertation. Donc se sont retrouvés à Barcelone le week-end dernier pour échanger, enseignants et animateurs de la solidarité internationale venus de Rhône-Alpes, du Piémont en Italie, de Catalogne en Espagne et de Malopolska en Pologne, ainsi que du Sénégal. C'est lors de ce passage à Valence que j'ai pu en profiter pour interroger Alassane Bang. Et en 2015, Ados va fêter ses 30 ans. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu déjà de cet événement culturel ? Oui, d'habitude, j'essaie de vous parler des événements qui se trouvent en Dromardèche. Et sur le mois de décembre, il n'y a pas grand-chose. Donc, je voulais simplement vous faire part, effectivement, comme le dit Bertrand, qu'en 2015, Ados va fêter ses 30 ans et que nous réfléchissons à marquer cette étape tout au long de l'année. Donc, on en reparle la prochaine fois. Merci Anne. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur la page de l'émission Bienvenue sous le Tiali sur le site de Radio Méga et sur notre site internet www.ados-sénégal.org. Et nous espérons que cette émission vous a donné envie, en tout cas, de lire des auteurs sénégalais. Voilà, l'émission arrive à sa fin. Je voulais juste faire un petit aparté important qui concerne l'avenir de notre émission, en lien bien sûr avec les difficultés actuelles rencontrées par Radio Méga. Et donc c'est l'occasion ici de dire avec force que notre association Ados soutient Radio Méga et nous vous encourageons bien sûr
à faire de même si vous aussi vous pensez que ce bel outil d'expression citoyen continue à exister. Merci à toute l'équipe d'Ados et de Radio Méga pour la réalisation de cette émission et merci à vous auditeurs de votre fidélité. Andiarama. Et pour clore cette émission, nous retrouvons Bab Mal avec Mudo Orma. Peut-être que tu peux expliquer. Mudo Orma, c'est un morceau de musique de Bab Mal qui parle de cette sorte d'impôt qui a été institué pendant la première révolution Torodo dans le Fouta. Je ne sais pas la date exactement, mais c'est pendant la révolution Torodo. Les dirigeants de cette révolution ont initié ce sorte d'impôt dîme pour les populations du Fouta, quoi. Ok, merci à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Suleiman Ajar,
Panda Parada, Pormo Polo Kuda.